La plupart d'entre nous vivent entourés du vacarme des villes modernes, incapables d'imaginer une existence totalement détachée des conforts de la civilisation. Pourtant, quelque part sur notre planète, certains peuples ont choisi de préserver coûte que coûte la culture et les coutumes de leurs ancêtres. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir des tribus isolées, dont les traditions et le mode de vie pourraient bien bouleverser notre vision du monde actuel. Ouvrez grand les yeux, le choc des cultures commence maintenant. Les Korowai sont une tribu papou vivant dans la partie sud-est de la province de Papouasie, en Indonésie. Ce peuple n'a été découvert que dans les années 1970. Ils habitaient alors des forêts très reculées de la région et ignoraient totalement l'existence d'autres peuples, à part quelques tribus hostiles. Naturellement, les Korowai furent d'abord stupéfaits à la vue d'hommes modernes. Mais après plusieurs rencontres avec des anthropologues, ils cessèrent d'avoir peur, même s'ils restèrent méfiants. Une particularité fascinante de ce peuple réside dans ses habitations. Ces papous construisent leurs maisons au sommet de grands banians. En général, elles se trouvent entre 10 et 15 mètres de hauteur, mais certaines peuvent atteindre jusqu'à 50 mètres. Fait étonnant, les maisons Korowai ressemblent à de petites maisons ordinaires, avec des murs, un plancher et un toit. Les matériaux utilisés sont des troncs et des branches de banyan. On ignore depuis quand la tribu bâtit ces logements uniques. Selon eux, cela a toujours été ainsi. Ces constructions ne servent pas seulement d'habitation, elles protègent aussi les papous des prédateurs et des attaques des tribus voisines. De plus, d'après les croyances Korowai, même les esprits malfaisants ne peuvent atteindre de telles hauteurs. Les Korowai sont célèbres non seulement pour leurs maisons, mais aussi pour leurs décorations corporelles traditionnelles. Hommes et femmes peignent sur leur peau des motifs colorés et portent des ornements faits de matériaux naturels, à la fois esthétiques et spirituels. Les Korowai cherchent à vivre en harmonie avec la nature. Ils chassent, pratiquent la cueillette et cultivent la terre. Près de leurs étonnantes habitations poussent le sagou, les bananes et les patates douces, qui constituent la base de leur alimentation. Les Korowai vivent très loin de toute influence extérieure. La plupart d'entre eux ne savent ni lire ni écrire, et seuls quelques membres maîtrisent leur propre écriture. Leur langue appartient à la famille Ayudoimut, une langue unique, différente de celle des autres tribus de la région. Les Korowai y sont profondément attachés et s'efforcent de la transmettre intacte de génération en génération. Malgré leur isolement, il leur arrive d'entrer en contact avec le monde extérieur. Des chercheurs et des anthropologues étudient leur mode de vie et leur culture. Mais ces rencontres restent rares, afin de ne pas perturber le cours naturel de leur existence ni provoquer de changements indésirables. Les Moken forment une tribu vraiment unique, car ces gens ne vivent pas sur la terre, mais sur l'eau. On les appelle parfois les nomades de la mer ou les gitans des mers, puisqu'ils voyagent sans cesse le long de la côte ouest de la Thaïlande et dans la mer d'Andaman. Leur population est estimée entre 2 et 3 000 personnes, et ils mènent une vie nomade, ce qui rend leur culture particulièrement fascinante et singulière. Les Moken n'ont pas de maison au sens habituel. Leurs habitations sont des bateaux en bois appelés kabang. Ces embarcations leur servent à la fois de logement, de moyens de déplacement et d'espace pour cuisiner ou récolter de la nourriture. Un bateau peut abriter une famille de 5 personnes. Les Moken ne se sont pas simplement adaptés à ce mode de vie hors du commun. On pourrait dire qu'ils ont littéralement évolué. Ces gens sont capables de retenir leur souffle pendant plusieurs minutes sous l'eau. Cela est dû à leur rate, nettement plus grande que celle de la plupart des humains. Cet organe plus volumineux leur permet d'utiliser l'oxygène de façon beaucoup plus efficace, ce qui est essentiel à leur mode de vie. De plus, leurs yeux sont parfaitement adaptés à l'eau de mer. Elle ne les irrite pas, ce qui leur permet de voir clairement sous l'eau. Ces caractéristiques sont impressionnantes et témoignent d'un haut degré d'adaptation à la vie marine. Autre aspect étonnant, leur spiritualité. Les Moken pratiquent une forme de spiritisme et croient que chaque objet dans le monde possède une âme. Selon leurs croyances, une fois par an, une porte s'ouvre entre le monde des vivants et celui des esprits. Ce jour-là, ils envoient des bateaux chargés d'offrandes à la mer, demandant aux esprits de les protéger contre les maladies et les malheurs. Chaque communauté possède d'ailleurs sa propre île, où elle pratique les rites funéraires. Cet endroit est sacré, mais les Moken évitent d'y rester trop longtemps, car ils pensent que les esprits viennent y chercher l'âme des défunts. Une fois la cérémonie terminée, ils retournent en mer, là où rien ne peut leur nuire. Malheureusement, ces dernières décennies, leur nombre a commencé à diminuer.
Cela s'explique par les effets de la mondialisation et les tentatives d'assimilation du gouvernement thaïlandais. Certains Moken ont fini par renoncer et ont choisi d'abandonner leurs traditions pour commencer une nouvelle vie sur la terre ferme. Les Maasai comptent parmi les tribus les plus connues d'Afrique de l'Est. Leurs terres s'étendent le long de la Grande Faille africaine, entre le Kenya et la Tanzanie. Leur population est d'environ 900 000 personnes. Les Maasai sont devenus célèbres lorsqu'au XVIe siècle, ils sont arrivés sur le territoire où ils mènent encore aujourd'hui une vie semi-nomade. Déjà à cette époque, les hommes de cette tribu étaient réputés pour être d'excellents guerriers, capables de vaincre facilement d'autres tribus en avançant vers le sud. Aujourd'hui encore, les Maasai restent de courageux défenseurs de leurs terres. Ce qui est remarquable, c'est que malgré cela, ils ne montrent jamais d'agressivité gratuite, et au contraire, se montrent très heureux de partager leur culture avec les touristes. Les Maasai vivent en parfaite harmonie avec la nature et respectent les animaux. Leur principale activité est l'élevage, notamment de bovins et de chèvres. Ce peuple ne pratique presque aucun artisanat et échange donc le lait et la viande contre les objets dont il a besoin. Pour cette raison, les animaux occupent une place essentielle dans leur vie. Comme le disent les membres de la tribu, ils connaissent les habitudes de toutes les espèces vivant sur leur terre, ce qui leur permet de protéger leurs maisons et leurs troupeaux des prédateurs sans risquer leur vie. Malgré leur gentillesse et leur ouverture envers les visiteurs, les Maasai ont des traditions qui peuvent sembler dures, voire choquantes pour les gens modernes. Les hommes de la tribu sont polygames, et chaque nouvelle épouse doit passer par une cérémonie comportant certains rites humiliants avant le mariage. De plus, dès l'enfance, garçons et filles subissent la circoncision, sans aucune forme d'anesthésie. Les Maasai ont encore bien d'autres coutumes étranges ou effrayantes. Mais comme ils l'expliquent eux-mêmes, ces épreuves sont nécessaires pour forger l'esprit dès le plus jeune âge. Les Samis sont un ancien peuple finno-ougrien vivant en Laponie, une région du Nord qui s'étend sur la Russie, la Finlande, la Norvège et la Suède. Ce peuple est apparu sur la péninsule de Kola il y a environ 7000 ans. Pendant tout ce temps, ils ont mené une vie nomade, pratiquant la chasse, la pêche et la cueillette. Peu à peu, les Samis ont développé l'élevage et ont commencé à domestiquer le renne, qui leur fournissait nourriture, vêtements et moyens de transport. Certains groupes Samis vivent encore de manière semi-nomade, tandis que la majorité s'est sédentarisée. Les Samis n'ont pas rejeté la civilisation, bien au contraire, ils en utilisent pleinement les avantages. Leur village dispose de commerces, d'hôpitaux et d'écoles. Malgré cela, ils ont su préserver leur identité et rester fidèles aux traditions de leurs ancêtres. Aujourd'hui encore, ils élèvent des rennes et pratiquent la pêche. Ils sont considérés comme d'excellents artisans. Ils fabriquent des vêtements en peau de renne, des tapis, des bijoux et sont aussi renommés pour leur talent en sculpture sur bois et sur os. Dans leur culture, les Samis s'efforcent de garder vivante la mythologie et les coutumes de leurs ancêtres. La musique tient une place importante dans leur vie, notamment le chant traditionnel appelé yoik, un style unique qui exprime les émotions et évoque la nature, les événements ou les personnes. Le quotidien des Samis reste étroitement lié à la nature et à ses cycles. Leur habitation traditionnelle est le kivik, une structure formée de plusieurs poteaux de bois plantés en biais dans le sol, recouverts de peau de renne, avec un foyer aménagé à l'intérieur. Ces abris offrent chaleur et confort face au rude climat du Nord. Certains Samis modernes portent encore les vêtements traditionnels, appelés jupa ou kift, une tunique droite sur laquelle les hommes ajoutent un caftan en été et les femmes une robe colorée. En hiver, une longue veste en peau de renne vient compléter l'ensemble. Avant leur contact avec d'autres peuples, les Samis étaient païens. Ils croyaient aux esprits de la nature et aux âmes des ancêtres. Leurs chamans pratiquaient des rituels accompagnés de chants et de danses. Avec le temps, la plupart des Samis ont adopté le christianisme, mais ils continuent de transmettre les traditions religieuses et les légendes anciennes. Aujourd'hui, les Samis représentent un peuple unique, capable d'adopter les règles du monde moderne sans perdre son authenticité. Les Agoris, eux, ne constituent pas un peuple à proprement parler, mais les membres d'une secte mystique de l'hindouisme qui vénère Shiva sous sa forme la plus terrifiante. Ces adeptes vivent généralement à l'écart des grandes villes, parfois en petits groupes, mais le plus souvent seuls. On ignore leur nombre exact, mais on estime qu'ils ne sont que quelques milliers.
On ne sait pas précisément quand les Aghori sont apparus, mais il est probable que leurs premiers membres soient issus des courants tantriques et des traditions mystiques de l'hindouisme, qui se sont développés au cours du premier millénaire de notre ère. Le nom de cette secte, qui signifie « celui qui ne craint rien », en dit long sur leur philosophie. Les Aghori rejettent volontairement les normes de pureté et de moralité établies, cherchant l'illumination spirituelle à travers des pratiques destructrices. Dans leur culture, les rituels liés à la mort et à la transformation occupent une place centrale. C'est pourquoi ils méditent souvent dans les cimetières, pratiquent des exhumations, consomment des substances interdites et boivent de l'alcool. Ces rites, choquants pour la société moderne, sont pour eux un moyen d'atteindre une liberté totale face aux contraintes du monde et à la peur de la mort. En raison de leur mode de vie, les Aghori portent des vêtements très simples, ou parfois, comme vous le voyez, vivent complètement nus. Certains construisent des abris rudimentaires, mais la plupart vivent dans la rue ou dans des grottes. Comme ils ne possèdent ni argent ni biens matériels, ils fabriquent eux-mêmes leurs objets rituels, des chapelets et des amulettes faits d'os ou des sculptures représentant leur divinité. Les Aghori pratiquent aussi la médecine par les plantes. Ils connaissent de nombreuses herbes aux vertus thérapeutiques, capables de soigner divers maux. Et même si leur apparence et leurs coutumes peuvent rebuter les gens d'aujourd'hui, les Aghori se considèrent comme détenteurs d'un savoir supérieur, leur permettant de dépasser le monde matériel et de toucher au divin. Le peuple Brogpa, aussi connu sous les monts de Minaro ou Drogpa, vit au Ladakh, dans la vallée de Dahanu, en Inde. De petits groupes se trouvent aussi aux Zanskar et au Baltistan. Leur population compte quelques milliers d'individus, mais il est difficile d'en connaître le nombre exact, car ils mènent une vie nomade et évitent presque tout contact avec le reste du monde. Les Brogpa sont connus depuis l'Antiquité. On pense qu'ils descendent des premiers Indo-Européens arrivés dans les terres au nord de l'Inde. De plus, les Brogpa eux-mêmes croient être les descendants directs des Aryens et affirment être les derniers Aryens purs vivant sur Terre. Ils relient leurs origines à l'époque où l'armée d'Alexandre le Grand a atteint ces régions. Beaucoup doutent de cette théorie, mais l'apparence unique des Brogpa semble lui donner du crédit. Contrairement aux autres peuples d'Inde et du Pakistan, les Brogpa présentent des traits européens, une peau claire et souvent des yeux de couleur claire, ce qui rappelle leurs racines indo-européennes. Ils se distinguent des autres habitants du Ladakh non seulement par leur apparence, mais aussi par leur mode de vie. Les hommes portent de longues capes colorées, doublées de fourrure et de laine, tandis que les femmes portent des robes et des manteaux chauds faits de matériaux naturels et de laine animale. Un élément distinctif des Brogpa est leur turban. Pendant la saison chaude, hommes et femmes y ajoutent de grandes fleurs, ce qui apporte des touches éclatantes à leur tenue traditionnelle. Leur religion, elle aussi, est singulière. Ils pratiquent une forme d'animisme proche de la religion Bon, mêlée d'éléments du bouddhisme tibétain. Les Brogpa vénèrent les esprits de la nature et accomplissent des rituels destinés à s'attirer la bienveillance de leur divinité. Comme ils se considèrent comme les seuls à avoir préservé la pureté du sang aryen, ils mènent une vie fermée et nomade. Ils rejettent complètement les avantages de la civilisation, évitent tout contact extérieur et, bien sûr, ne se marient qu'entre membres de leur communauté. Leur objectif est de préserver à la fois leur identité et la pureté de leur lignée. Le peuple Apatani vit dans l'État indien de l'Arunachal Pradesh. Leurs terres s'étendent le long du bassin de la rivière Subansiri, dans la partie sud-est de l'Himalaya, principalement dans le district de Lower Subansiri. Leur population compte environ 26 000 personnes. L'origine de ce peuple reste mystérieuse. Certains ethnologues pensent que les Apatani descendent de peuples tibétains du Nord, mais la majorité d'entre eux présentent des traits typiques des peuples mongoloïdes du Sud. Selon leurs propres récits, leurs ancêtres seraient venus du Nord, là où naît la rivière Subansiri. Cela remonterait à plusieurs siècles, à une époque où la vallée de Ziro n'était qu'un immense marais infranchissable. Les Apatani sont la seule tribu sédentaire de cette région. Grâce à leur travail, la vallée a été totalement transformée. À la place des marécages, on trouve aujourd'hui des champs fertiles, aménagés en terrasses et irrigués par un ingénieux système de canaux détournant les eaux de la rivière. Les Apatani cultivent ici du riz et du millet, tout en élevant du bétail, des porcs et des poulets. Les hommes, eux, partent chasser dans les forêts montagneuses des environs. Dans le monde moderne, les Apatani ont réussi à préserver leur identité. Ils construisent toujours des maisons traditionnelles sur pilotis en bambou, coiffées de toits en chaume à 2 pans.
À l'intérieur de presque chaque maison se trouvent des hôtels destinés aux rites religieux et aux cérémonies familiales. Les Apatani pratiquent la religion d'Onipolo. Selon leurs croyances, le monde a été créé par le dieu Sedi, qui s'est sacrifié pour donner naissance à la nature environnante à partir de ses propres fragments, ainsi qu'à Doni et Polo, le soleil et la lune. Les Apatani honorent leurs ancêtres et accomplissent divers rituels pour assurer la fertilité de la terre et le bien-être de la communauté. On reconnaît aisément les membres de cette tribu à leurs vêtements colorés ornés de nombreux motifs. Mais le signe distinctif des Apatani, ce sont leurs femmes, ou plus précisément, leurs visages. Depuis des siècles, les jeunes filles ont les narines percées, puis élargies à l'aide de bouchons en bois. En plus de cela, elles se font tatouer une grande ligne verticale allant du front jusqu'à la pointe du nez, et 5 petites lignes sur le menton. Autrefois, cette coutume était liée au fait que les filles Apatani étaient considérées comme les plus belles de la région, et étaient souvent enlevées par des tribus voisines. Aujourd'hui, cette tradition est conservée en hommage aux ancêtres. Ces marques symbolisent la beauté et la féminité. Les Apatani sont réputés pour leur savoir-faire agricole, mais aussi pour leur artisanat. Les femmes fabriquent de magnifiques poteries et bijoux, tandis que les hommes excellent dans le travail du métal et la fabrication de couteaux. Cette image a longtemps circulé sur Internet, sans qu'on sache vraiment d'où elle vient. Certains affirment qu'elle proviendrait d'un vieux documentaire jamais diffusé. D'autres qu'il s'agit d'un cliché retrouvé sur une carte mémoire abandonnée au milieu du désert. On y voit un groupe d'êtres humanoïdes, à la peau noire et luisante, parfaitement immobiles, leurs yeux entièrement blancs, presque lumineux. Au centre, une silhouette plus grande, drapée dans un tissu beige, semble diriger les autres, comme une prêtresse, ou peut-être une entité d'un autre monde. L'arrière-plan, désolé et aride, renforce le sentiment d'isolement total. Rien ne vit autour, pas un oiseau, pas une trace de civilisation. Selon certaines théories, cette tribu ne serait pas humaine. Certains chercheurs amateurs parlent d'une expérience secrète, d'autres de visiteurs venus d'ailleurs, installés quelque part sur notre planète depuis des siècles. Difficile de savoir ce qui est vrai, mais une chose est sûre, chaque regard posé sur cette image donne la sensation étrange d'être observé en retour. Et vous, que voyez-vous vraiment sur cette photo ? L'île North Sentinel, qui fait partie de l'archipel des Andaman, abrite la tribu la plus isolée et la plus hostile du monde, les Sentinelles. Ce peuple est originaire de l'île et y vit depuis environ 60 000 ans, à l'époque où les Néandertaliens chassaient encore les mammouths. L'origine des Sentinelles reste un mystère, tout comme la question de savoir d'où venaient leurs ancêtres et pourquoi ils n'ont jamais quitté cette île. Malgré leur ancienneté, les Sentinelles n'ont jamais cherché à établir le moindre contact avec le monde extérieur, ni à faire évoluer leur technique ou leur mode de vie. Ils vivent dans de petites huttes primitives sans plancher. Ils ne pratiquent ni l'élevage ni l'agriculture et survivent principalement grâce à la pêche, à la chasse et à la cueillette. Pour chasser, ils utilisent des arcs et 3 types de flèches, ainsi que des lances à pointes aiguisées. Étonnamment, bien qu'ils existent depuis des dizaines de millénaires, ils n'ont jamais appris à faire du feu, mais ils savent l'utiliser. Lorsqu'un éclair frappe un arbre et l'enflamme, ils récupèrent les braises et les conservent dans de pots d'argile spécialement prévus à cet effet. Pendant longtemps, personne ne savait que ce peuple existait. Tout changea à la fin du 19e siècle, lorsqu'un navire marchand fit naufrage près de l'île North Sentinel. Les marins, réfugiés sur la plage, furent bientôt approchés par des indigènes hostiles. Heureusement, un navire militaire repéra l'épave et réussit à les secourir. De retour chez eux, les marins racontèrent leur histoire. Fasciné par ce récit, l'officier britannique Maurice Vidal Portman décida de tenter d'apprivoiser ces autochtones. En 1880, il débarqua sur l'île, où il ne trouva que 2 adultes et 4 enfants. Il les emmena de force sur le continent. Mais quelques jours plus tard, ils tombèrent malades et moururent, n'ayant aucune immunité contre les maladies européennes. En 1967, l'anthropologue Triloknath Pandit entreprit une longue mission pour essayer de gagner la confiance des Sentinelles. D'abord, il communiqua avec eux depuis un navire, puis laissa des cadeaux sur le rivage. Fait curieux, les Sentinelles mangèrent aussitôt les graines offertes, sans comprendre qu'elles pouvaient être plantées. En 1991, Pandit réussit enfin à approcher suffisamment l'île pour que les habitants tolèrent la présence de son bateau près du rivage. Mais lorsqu'il tenta de mettre pied à terre, les Sentinelles s'enfuirent dans la forêt.
L'anthropologue conclut qu'un contact avec eux serait impossible. Les sentinelles constituent un peuple en danger, dont la population est estimée à environ 4500 individus. Les scientifiques ont tenté plusieurs fois d'entrer en relation avec eux, mais se sont toujours heurtés à leur hostilité. L'incident le plus connu eut lieu en 2018, lorsqu'un missionnaire américain, John Alemshaw, voulut à tout prix établir le premier contact pacifique avec la tribu. Après avoir tenté de leur offrir de présents, il fut tué. Aujourd'hui, toute tentative d'approche ou de contact avec les sentinelles est strictement interdite par la loi et passible d'emprisonnement. Ces mesures visent à les protéger contre les maladies venues de l'extérieur, qui pourraient anéantir leur population, mais aussi à garantir la sécurité de tous ceux qui s'approcheraient de leur île. Au Brésil, près du fleuve Juruá, dans le sud de l'Amazonie, vit la très dangereuse et petite tribu des Corubos. Le nombre exact de ses membres est inconnu, mais on l'estime à quelques centaines de personnes. Tous les contacts établis avec cette tribu se sont soldés par des tragédies. Les Corubos se montrent extrêmement agressifs envers quiconque pénètre sur leur territoire et n'hésitent pas à attaquer les premiers. De plus, ils lancent parfois des raids contre les tribus voisines et sont également connus pour pratiquer le cannibalisme. Il n'existe qu'un seul cas documenté où des chercheurs ont réussi à gagner leur confiance et à en apprendre davantage sur leurs coutumes et leurs traditions. Cependant, après cette rencontre, de nombreux membres de la tribu sont tombés malades et sont morts à cause d'infections apportées de l'extérieur, contre lesquelles ils n'avaient aucune immunité. À la suite de cet incident, le gouvernement brésilien a mis en place des mesures très strictes pour interdire tout contact avec eux. Les Corubos mènent une vie simple et primitive. Ils ne souhaitent avoir aucun lien avec le monde extérieur, ni accepter la civilisation. Ils vivent comme ils l'ont toujours fait. Leurs activités principales sont la cueillette et la chasse. Et dans ce domaine, ils sont redoutables. Les Corubos connaissent chaque recoin de la forêt amazonienne et tendent souvent des embuscades, attaquant même de grands prédateurs tropicaux avec des fléchettes empoisonnées. Cependant, leur arme principale reste la massue. Les Corubos vivent en groupe. Leur habitation typique est une grande hutte abritant plusieurs familles. Contrairement à la plupart des autres tribus amazoniennes qui rejettent aussi la civilisation, ce peuple ne cherche pas à développer sa société de l'intérieur. Les Corubos n'ont aucune hiérarchie sociale, pas de chef, pas de leader. Hommes et femmes y sont égaux. On ignore également quel dieu ils vénèrent, bien que certaines cérémonies et rituels soient pratiqués parmi eux. Il est fascinant de penser que ce peuple existe encore dans notre monde moderne. Même si le gouvernement brésilien tente de les aider à survivre en leur proposant de l'eau potable et des campagnes de vaccination, les Corubos refusent toute aide. Ils ne veulent connaître aucune autre vie. Pire encore, cette tribu s'affronte parfois entre ses propres membres et attaque volontairement des ouvriers forestiers ou des pêcheurs. Les Imbas sont un peuple nomade remarquable qui vit dans les régions semi-désertiques de la Namibie et en partie de l'Angola. Aujourd'hui, leur population ne dépasse pas 50 000 personnes. Les premières mentions des Imbas remontent au XVIe siècle, lorsque des ancêtres issus du peuple Herero se séparèrent du groupe principal et migrèrent vers la région d'Oréade, en traversant la rivière Kunene. Les conditions de vie extrêmes les ont poussés à développer des techniques de survie adaptées au manque d'eau. Les Imbas auraient sans doute pu devenir un peuple sédentaire, mais les conditions désertiques les obligent à se déplacer régulièrement. Néanmoins, à chaque nouvel endroit habitable, ils construisent des villages composés de huttes faites d'argile, de bois et de paille. Depuis longtemps, les Imbas pratiquent également l'élevage de bétail. Par le passé, ils ont souvent dû affronter les attaques d'autres tribus, et durant la période coloniale, ils ont subi la pression des colons européens. Pourtant, ces épreuves ont renforcé leur unité. Ils ont réussi non seulement à défendre leurs terres, mais aussi à préserver leurs traditions et leur identité. Les Imbas sont connus pour leur apparence unique et leurs coutumes culturelles. Les femmes de la tribu se distinguent par leur peau rougeâtre, obtenue grâce à un mélange d'ocre, d'huile et d'herbe. Fait étonnant, elles utilisent ce mélange à la place de l'eau pour se laver. Cette pâte traditionnelle leur permet de nettoyer la peau, de la protéger du soleil et des insectes, tout en étant un symbole important de beauté et d'identité. La culture Imba repose sur le respect de la nature et des ancêtres. Ce peuple cherche à vivre en paix et à éviter les conflits avec les autres. Selon leurs lois, la plus grande partie du travail revient aux femmes. Elles s'occupent des enfants, prélèvent les vaches, transportent l'eau depuis des sources éloignées et fabriquent divers bijoux,
D'ailleurs, les ornements occupent une place essentielle dans cette culture. Les Zimba en portent dès la naissance et vivent presque nus, vêtus seulement d'un pagne. Leur religion mêle animisme et culte des ancêtres. Leur principale divinité est Mukuru. Selon la tradition, chaque famille entretient un feu sacré, appelé Okuruo, dans son foyer. Lorsque le chef de famille meurt, le feu est éteint, la maison est démontée et les proches organisent une veillée rituelle ponctuée de danses en son honneur, avant de reconstruire une nouvelle habitation. Les Zimba comptent parmi les rares peuples ayant su préserver leur culture et leurs traditions uniques dans le monde moderne, malgré les conditions de vie extrêmes et les influences extérieures. Les Azaromudmen font partie des tribus les plus étonnantes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Leur terre se trouve dans la province des Hautes-Terres orientales, loin de toute trace de civilisation. Bien qu'ils vivent à l'écart du monde moderne, cette tribu reste ouverte au contact des touristes. Chaque année, les Papous organisent un grand spectacle dans le village de Goroka, où ils présentent à leurs visiteurs leurs masques traditionnels et leurs danses rituelles. Le nom de la tribu n'a rien d'un hasard. Azaromudmen signifie « les hommes debout ». Cette appellation vient d'une ancienne coutume consistant à recouvrir le corps d'argile de rivière. Selon une légende ancienne, la tribu aurait un jour été attaquée par des ennemis. Pour leur échapper, les Azaros se seraient réfugiés dans la rivière et auraient enduit leur corps de boue. Lorsque les ennemis s'approchèrent de leur village, les Azaros sortirent de l'eau. En voyant ces silhouettes grises, la tribu ennemie les prit pour des esprits et s'enfuit, terrifiée, sans jamais revenir. Depuis ce jour, plus personne n'a osé attaquer les Azaros, mais la coutume du corps couvert d'argile s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Une autre caractéristique emblématique des Azaromudmen, ce sont leurs masques. La plupart sont effrayants. D'énormes crocs, des oreilles démesurées, des sourires grimaçants, des défenses, des cornes. Les Papous croient qu'ainsi parés, ils ressemblent aux esprits de leurs ancêtres. Chaque Azaro fabrique son propre masque, cherchant à y refléter la force et le caractère de son âme. Pour créer ces masques et recouvrir leur peau, ils utilisent uniquement une argile claire extraite des rivières, car dans leur culture, le blanc est la couleur du deuil, ce qui renforce encore leur ressemblance avec les esprits des ancêtres. Cet aspect spectral donne à leurs danses et cérémonies un caractère à la fois sombre et mystique. Pourtant, malgré leur apparence terrifiante, les Azaromudmen sont un peuple pacifique. Ces Papous sont accueillants envers les visiteurs et se prêtent volontiers aux photos. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.